Vous vous êtes forcément déjà assis sur une chaise Fairmob. Au jardin des Tuileries à Paris, à Times Square ou peut-être dans les jardins Majorelle à Marrakech. Fairmob, c'est une icône du design français. Une marque qui a réussi à s'imposer dans l'espace public comme dans nos jardins. Et ce succès, il ne tient pas qu'aux produits. Ces dernières années, Fairmob a profondément fait évoluer sa manière de communiquer. La marque produit aujourd'hui plus d'une centaine de vidéos par an, des formats pensés pour Instagram, TikTok ou YouTube. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Bretin. Il est social media manager chez Fairmob et dans cet épisode, il nous raconte comment la marque a opéré son virage vers la vidéo. Il nous embarque dans les coulisses de cette transformation avec des exemples très concrets, des choix éditoriaux et des méthodes très opérationnelles. Cet épisode est un régal, vous allez apprendre plein de trucs. Bonne écoute. C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast. Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Aujourd'hui, épisode hors format puisque j'ai le plaisir d'accueillir un invité derrière les micros de Super Natif, une marque française, iconique, une marque qui colore les terrasses, aménage les places publiques, habille les jardins dans le monde entier. Cette marque, elle s'appelle Fairmob. Alors Fairmob, si vous êtes déjà allé, je sais pas, c'est sûr qu'à un moment donné ou l'autre dans votre vie, vous êtes posé sur une chaise Fairmob, peut-être à Times Square, peut-être dans les jardins Majorelle à Marrakech, peut-être aussi dans l'hôtel Sofitel à Dubaï, on sait jamais si vous êtes passé par là-bas. C'est une marque de design français qui a réussi à s'imposer dans l'espace public comme dans les jardins privés. Et derrière cette présence mondiale, eh bien, il y a aussi un énorme travail de narration de marque, notamment sur les réseaux sociaux. Et pour en parler, eh bien, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Maxime Bretin. Maxime, il est social media manager chez Fairmob. Bonjour à toi Maxime. Bonjour Thibaut. Écoute, très, très heureux d'être là aujourd'hui pour parler social media exclusivement pendant un peu plus d'une heure. Je suis très heureux de t'accueillir et il se trouve qu'on se connaît bien. Oui, je disais tout à l'heure en off, c'était un peu comme recevoir un vieux cousin, puisque on a travaillé déjà ensemble à l'époque où tu travaillais pour la marque Quechua chez Decathlon, groupe Decathlon, voilà, donc à l'époque qui était client de l'agence, donc je t'ai déjà eu comme client en fait. C'est ça. Voilà, donc là c'est un peu amusant de te retrouver de l'autre côté de la barrière. On ne s'est pas parlé depuis que tu as pris tes nouvelles responsabilités du côté de la marque Fairmob. Ça c'est un sacré move quand même, c'est amusant. Ouais, carrément, c'est un gros move motivé par des raisons personnelles et puis une envie un peu de changer aussi de thème. Donc j'étais effectivement plutôt dans le sport et j'ai toujours eu quand même un peu un attrait pour on va dire les beaux objets, le mobilier. Et donc on s'est posé des questions, on s'est dit et si on bougeait, si on se rapprochait un peu de la famille et Fairmob est apparu comme une évidence dans mes premières recherches et ça l'a fait, ça fait maintenant un peu plus de 3 ans, effectivement, que je suis à Toissay, chez Fairmob. Donc, alors Toissay, qui n'est pas très très loin de Lyon, c'est à peu près à quoi, 45 minutes peut-être en voiture, non? Tu dirais davantage? On va dire un bon 55, D'accord. Et puis si effectivement le trafic est un peu plus complexe, ça peut vite monter, mais ouais. Alors, j'ai eu la chance, figure-toi, de visiter par 2 fois les usines Fairmob. Ok, je savais pas ça. C'est assez extraordinaire, voilà, parce que Fairmob, non seulement c'est une marque iconique, on aura le temps de parler, on va parler beaucoup branding aujourd'hui ensemble, mais il faut aussi rappeler que c'est une marque industrielle qui fabrique en France du mobilier en métal. C'est ça. Depuis, en fait, à la toute base, c'est même une entreprise qui fabrique du mobilier depuis une centaine d'années, qui a été rachetée en 89 par Bernard Rébier, qui est encore aujourd'hui notre président, qui a été rejoint par son fils dans l'entreprise, qui est aussi aujourd'hui maintenant notre directeur général depuis, si je ne dis pas de bêtises, 3 ans maintenant aussi, à peu près quand je suis arrivé. Et effectivement, on fabrique notre mobilier, on le peint à Toissay, dans l'Ain, depuis très longtemps maintenant. Ouais. Bon, il y a beaucoup de choses dont je souhaite qu'on parle ensemble et on va parler forcément social media. Fairmob a une, on va dire, activité social media intense. Voilà, vous êtes sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Pinterest. On va bien sûr passer en revue chacune de ces plateformes. Mais avant qu'on ne plonge, j'aimerais qu'on parle récit de marque. J'aimerais qu'on parle histoire de marque. Avec une question toute simple peut-être pour se lancer. Quels sont les grands messages de la marque Fairmob aujourd'hui sur les réseaux sociaux ? Aujourd'hui, on a 5 vraiment piliers de contenu sur lesquels on va dire on se calque pour vraiment créer du contenu. On va avoir vraiment un pilier sur le côté expertise, donc savoir-faire français, fabricant français, on fabrique sur place.
En fait, quand je suis arrivé, je me suis dit, mais on fait peu de contenu sur l'usine alors qu'on est littéralement à 100 mètres de l'usine. Il y a plein de choses à raconter, il se passe des tonnes de trucs. Il y a un côté assez poétique dans la peinture qui est appliquée, c'est un peu comme un ballet. Visuellement, il y a des choses hyper intéressantes qui se passaient juste à côté. Donc on a vraiment voulu renforcer ce pilier un peu expertise. Après, on a un pilier plutôt inspirationnel où là, vraiment, les gens nous connaissent et nous suivent parce qu'on va insuffler des tendances un peu sur les couleurs de mobilier notamment. Donc ça, c'est un pilier qui est aussi plutôt important et un message qu'on va revendiquer. On a évidemment un pilier responsable avec notre marque employeur et avec le fait qu'on ait une chaîne de peinture zéro déchet depuis plus de 30 ans quasiment maintenant. Et on va avoir aussi un pilier communautaire, comme tout le monde, mais pour le coup, on est vraiment une marque qui se veut accessible et proche des gens, où on va vouloir pas faire du bullshit et simplement dire ouais, on est une marque communautaire, on va dire, et juste se donner ce nom-là. On va vouloir vraiment... on a ce qu'on appelle chez nous les Fermob People, en fait, c'est des clients qui postulent pour, par exemple... être dans notre catalogue de marques, nous ouvrir leur maison et raconter l'attachement qu'ils ont au produit. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on vient mettre derrière le communautaire. Et puis après, on a un pilier aussi un peu ce qu'on appelle, on va dire smart, intelligent, où on va montrer qu'est-ce qui se cache derrière le mot design et derrière nos produits. Design, c'est un mot assez galvaudé, on va dire, cette chaise, elle est design. Mais en fait, cette chaise, elle est design parce qu'elle a telle forme, effectivement, elle est dessinée de cette manière-là, mais il y a aussi la fonction qu'on vient rajouter. Son dossier, il est incliné pour cette raison-là, pour qu'il y ait un maximum de confort. On va choisir ses couleurs, on va choisir ses matériaux pour qu'elles soient légères, etc. En fait, le design, c'est pas juste une apparence, c'est beaucoup plus. Justement, puisqu'on parle de design, depuis 2025, vous travaillez une prise de parole de marque autour d'un claim qui s'appelle Good Vibes Design. Voilà. Exactement. Comment tu pourrais expliquer simplement à nos audiences là, cette idée de Good Vibes Design? Comment on retranscrit en contenu SOMI, par exemple? En contenu SOMI, le Good Vibes Design, ça va être déjà ce que peu de marques de mobilier vont faire, c'est vraiment mettre de l'humain dans les créations de contenu. Donc on veut des gens qui ont du sourire. Une des valeurs les plus importantes de Fermob, c'est vraiment la joie de vivre. Donc c'est de montrer que notre mobilier, il donne la banane parce qu'il est coloré, parce que justement il a une fonction qui va chercher du bien-être chez les gens. Donc c'est ça, c'est le beau qui fait du bien, en gros, et c'est vraiment ça qu'on veut revendiquer avec le Good Vibes Design. Comment elle s'organise aujourd'hui en termes d'équipe, en termes de ressources humaines, l'équipe social media chez Fermob? Alors on est deux aujourd'hui, donc je vais être effectivement le social media manager, et j'ai avec moi une personne qui est en alternance, qui vient en renfort depuis maintenant un peu plus de 6 mois. Et puis après, on a plein de gens qui gravitent autour de notre équipe, donc on est vraiment une équipe transversale, on va travailler... Quand je suis arrivé chez Fermob il y a 3 ans, j'étais rattaché plutôt à l'équipe e-commerce digital. Et il y a eu un move où j'ai été rattaché plutôt à l'équipe communication pour entre guillemets, être un peu moins piloté par les enjeux commerciaux, mais aller un peu plus sur de la com de marque et on va dire s'émanciper de ces objectifs commerciaux qu'on peut avoir quand on est rattaché à une équipe e-commerce. Ouais, donc aujourd'hui, on va dire la dynamique SOMI, elle est davantage sous la communication et le marketing que le e-com, c'est ça chez Fermob? En gros, c'est ça, ouais. Ok. Donc tu me dis, vous êtes 1,5, sans Ouais. offense, Oui. pour ta collaboratrice. Je vois la quantité de contenu que vous produisez. Il y a évidemment, ça nécessite de l'énergie. Donc j'imagine que tu fais appel à des prestats externes. Ouais, carrément. Comment vous organisez là rapidement sur la production de contenu? Il y a des choses en interne, d'autres en externe? Ouais, tout à fait, c'est un peu un mélange des deux. On va dire qu'en interne, c'est peut-être 20% des contenus qu'on va générer qui vont être faits maison, on va dire. Et l'autre partie, ça va être via effectivement des agences et des partenaires externes. Et on a différents niveaux de créa. On va avoir en fait tous les ans un temps fort, donc justement qui est rattaché à notre gros thème Good Vibes Design, où en fait tous les ans on va avoir une production pour sortir notre catalogue, ce qu'on appelle un album chez Fermob, où on vient exprimer tout ce qu'on veut mettre justement dans ce Good Vibes. Donc cette année, je vous laisserai le découvrir, mais dans l'idée, le but c'est effectivement de mettre en avant ce Good Vibes. Et donc ces grosses prods-là, on va avoir en fait plusieurs lieux, entre 4 et 5 lieux différents, et on amène notre équipe, notre agence qui vient créer du contenu vidéo, photo sur ces lieux-là. Après, on a des prods qui sont dédiés social media,
Parce que ces premières prods-là vont vraiment irriguer toute notre création de contenu, mais aussi bien alimenter nos cahiers techniques, nos catalogues pour nos équipes B2B, etc. Et on va avoir aussi des prods dédiés réseaux sociaux, où là c'est pareil, j'embarque une agence avec moi, mais on est sur un lieu où on va vraiment faire que du social media. Et puisqu'il y a des choses que tu fais toi, est-ce que des fois aussi tu sors le téléphone pour faire du contenu ? Je le fais peu, moi perso, mais je le fais de temps en temps. Ça va être où je vais plutôt briefer un collaborateur de l'équipe en lui disant typiquement sur l'impression du catalogue, ma collègue qui s'appelle Estelle qui gère du coup ce projet album, elle va au moment de l'impression, le soir où le catalogue est imprimé, c'est dans la nuit, c'est assez rigolo. Et je lui dis en fait fais-moi une vidéo de ce catalogue en train de s'imprimer parce que c'est quand même un moment assez rigolo. On a toujours du mal à trouver comment teaser ce moment fort de marque. Et du coup, je vais dire, tu prends ton iPhone, tu fais une petite vidéo. Et dernièrement, on a sorti une vidéo comme ça qui a plutôt bien fonctionné sur un principe assez simple. Donc toi, tu es un peu le chef d'orchestre, on va dire, de toute cette stratégie de production de contenu avec, je dirais, un truc assez amusant, que c'est bien souvent faire du contenu de marque lifestyle, parce que Fairmob, c'est une marque lifestyle. Ça peut vite devenir un peu générique. Et notamment dans le secteur de la déco, voilà, tout est chic, tout est très stylé, c'est très beau, les gens ont l'air de vivre leur vie parfaite. Comment est-ce que tu fais pour que Fairmob reste distinctive, singulière au milieu de tout ça ? Je pense que ce que j'évoquais tout à l'heure sur la stratégie communautaire, le fait d'utiliser et de faire des shootings chez des vrais gens, avec des vrais gens, ça va forcément faire gaper ton authenticité. Donc on est vrai en fait, on va pas trop faker. Alors bien sûr on a usage d'agences de mannequins de temps en temps pour certains contenus, mais la quasi-totalité quand même de nos vidéos, de nos shootings sont faits avec des gens qui sont des vrais clients. Donc on est entre l'UGC presque et le shooting par moment où les gens vont vraiment nous livrer leur rapport, leur relation avec le mobilier, avec leur luminaire. Et c'est, je pense, un des éléments qui garantit vraiment cette authenticité et ce côté authentique. C'est quoi, selon toi, là, si on devait plonger rapidement dans l'univers, un ou deux contenus là, qui sont un peu la signature de Fairmob, aujourd'hui disponibles sur les réseaux sociaux, tu dirais ça, là-dedans on a passé l'ADN de la marque qui passe bien. En fait, on va avoir, dans un premier temps, je dirais tout ce qui va être éclosion d'une couleur. Donc la couleur, elle est vraiment très importante chez Fairmob. Juste un petit mot là sur la couleur. Ouais. 24 coloris. Non, je dis une bêtise. Combien 25. 25 couleurs chez Fairmob qui tournent. C'est pas toujours les mêmes. Parfois, il y en a qui s'en vont, qui reviennent. Exactement. Et c'est vraiment, ça pour le coup, c'est une signature de la marque Fairmob. Complètement. C'est vraiment ce qui va nous différencier de beaucoup d'acteurs. En fait, au départ. C'est vraiment ce qui a lancé Fairmob, c'est l'innovation qui a vraiment fait passer un cap. Quand Bernard Rébier il rachète l'entreprise, le marché du mobilier outdoor il est plutôt dominé par le plastique et par du vert et du blanc, si on grossit le trait. Et en fait, en arrivant avec Fairmob et en disant ok, nous on va mettre de la couleur au jardin avec du mobilier en métal durable, c'est là qu'il y a eu une vraie différenciation sur ce marché qui était plutôt sur du plastique, et on a amené de la robustesse, de la couleur. Et le beau qui fait du bien, justement. Et donc forcément, quand vous parlez d'un lancement de couleurs, là il y a une couleur qui vient de sortir qui est le beige Fairmob, un nouveau beige. Tout à fait, beige latte, ouais. Ouais, et donc beige latte, c'est ça. Et donc là, tu dirais que là, on ressent l'ADN de marque. Ouais, en fait, depuis pas mal d'années maintenant, depuis mon arrivée, on a vraiment dans la façon de raconter l'éclosion d'une couleur, on travaille sur des 3D notamment, et c'est vraiment un contenu qu'on voyait pas ailleurs sur le social media pour annoncer le lancement d'une couleur. Et vraiment on s'est amusé, on avait des couleurs l'année où j'arrive qui s'appelait pain d'épices, pesto, donc un lien un petit peu aussi avec les papilles, et on a joué cette carte à fond avec des 3D qui jouaient avec ces codes là, et donc ça a vraiment ça nous a vraiment permis de montrer notre différence sur un marché où des fois on est un peu plat, effectivement, comme tu le disais, on fait du beau, mais assez neutre, quoi. Dans ce que je comprends, moi, de la marque Fairmob initialement, c'est que vous étiez très identifié sur le mobilier outdoor. C'était vraiment votre signature. Puis j'ai vu que vous investissiez petit à petit les intérieurs, avec là un nouveau produit qui vient de sortir, un canapé, si je ne dis pas de bêtises. Carrément. Voilà, beaucoup aussi de lighting, donc d'éclairage indoor, donc pour les intérieurs.
qu'est-ce que ça implique, toi, de ton côté, je dirais, dans la prise de parole de marque sur les réseaux sociaux? Est-ce que toi, tu as des enjeux à petit faire déplacer la perception de la marque vers aussi l'intérieur de la maison? Ouais, c'est un vrai enjeu pour nous parce que nos clients le faisaient déjà un petit peu. C'est ça qui est marrant. Alors, je ne sais pas si ce qui nous a vraiment motivés à aller vers l'Indoor, mais nos clients plaçaient déjà un petit peu les produits Fairmob à l'intérieur alors qu'ils n'étaient pas faits purement pour ça. Donc ça, ça a été plutôt facile parce que j'avais déjà typiquement des UGC qui remontaient de gens qui mettaient leur table et leur chaise Fairmob en intérieur. Donc il y avait quand même un peu un terreau assez fertile, on va dire, pour aller sur l'Indoor. Après, le Lightning, en fait, il est vraiment imaginé aussi comme une solution outdoor. En fait, on va vraiment réfléchir à des solutions outdoor. Donc on va vendre une table de jardin, des chaises de jardin, on va vendre un parasol pour créer l'ombrage et l'atmosphère qui va bien. Et on avait amené aussi effectivement le luminaire il y a un peu plus de 10 ans maintenant avec la lampe balade. Ouais. Et c'est ce qui nous... Voilà, on vient vraiment raconter une expérience globale. Et cette expérience outdoor, on a envie effectivement de l'amener petit à petit en intérieur et d'amener cette touche de couleur qui est quand même tendance aujourd'hui, la couleur dans des intérieurs comme ici où on a du bleu sur les murs, c'est quand même quelque chose qui progresse nettement. Et du coup, le mobilier Fairmob, il a tout à fait sa place en indoor aussi. Allez, on bascule du côté d'Instagram. Tiens, on va rentrer dans le vif du sujet. Instagram, 152 000 followers pour la marque sur cette plateforme sociale. Et ça donne l'impression, moi qui ai un peu décortiqué votre stratégie social media, que c'est le réseau phare aujourd'hui de la stratégie de Fairmob. Est-ce que c'est ça ? Ouais, carrément. Ouais. T'as plutôt bien décortiqué, en effet. Ouais. C'est vraiment le réseau sur lequel on va revendiquer 100% de nos piliers de contenu parce qu'on estime que la majorité de nos personas qu'on a travaillés sont bien présents sur ce réseau-là. Donc c'est celui sur lequel on touche, à notre sens, le plus de personnes et le plus de nos cibles et nos clients. Et justement, parle-nous un petit peu de ces personas. Ouais. Les personas Fairmob, qui c'est ? Ouais, difficile à dire. On en a plein. Je dirais aujourd'hui nos personas, c'est des personas qu'on a travaillé un peu à mon arrivée. J'ai fait vraiment un premier gros travail de personas. C'est compliqué de te les détailler comme ça parce qu'on va en avoir déjà sur le grand public. On va en avoir aussi, on a des clients B2B. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Fairmob est fait environ à 40% sur le B2B. Donc un restaurateur peut être un persona, un directeur d'achat du jet d'hôtellerie peut aussi être un persona et monsieur et madame tout le monde peut l'être. Donc on est assez large. Toi, quand tu as pris, on va dire, les rênes du social media de la marque, la prise de parole sur les réseaux sociaux, comme tu disais, j'ai commencé par ce travail-là autour des personas. Ça a été partie des premières étapes fondamentales, tu dirais ? Ouais, c'est ce qui me paraissait le plus pertinent en arrivant, c'est de se dire, effectivement, j'ai quand même écouté les croyances qu'on peut entendre autour, et j'ai voulu limiter quand même un peu ce qu'on peut appeler l'ego marketing, parce que chacun a un peu ses convictions sur qui est le client Fairmob, mais on n'avait pas forcément de données chiffrées pour s'appuyer, on n'avait pas forcément d'infos. Donc le premier travail, ça a été vraiment d'essayer de récupérer ce qui avait été fait. Il y avait eu quand même quelques travaux sur les personas qui avaient été faits précédemment. Récupérer l'existant, bien sûr, il y avait plein de belles choses qui étaient déjà écrites. Et de venir vraiment aller plus loin, le mettre à jour et le faire de manière un petit peu plus poussée et surtout de l'accompagner avec de la donnée. Donc la donnée qu'on peut collecter quand on fait du publicitaire sur un Meta, de la donnée qu'on peut aller chercher sur un Google Analytics. En fait, tout ce sur quoi on pouvait vraiment avoir du concret et s'appuyer parce que des personas au doigt mouillé, on peut en faire, mais c'est pas forcément ce qui va nous aider pour avoir une stratégie sharp, quoi. Moi, ce qui me frappe quand je plonge dans le compte Instagram, c'est que je suis remonté, loin. Je me suis râpé les bouts des doigts tellement je suis allé loin. Je voulais voir le moment où tu es arrivé sur cette marque parce qu'on se connaît bien, Maxime, et j'avais envie de voir ce qui s'est passé quand Maxime est arrivé sur la marque Fairmob. Et j'ai la sensation de façon assez frappante ça a été un point de bascule vers une stratégie vidéo. C'est que précédemment, la marque, je dirais, comme toutes les marques de design, de déco, a un gros ancrage autour de la photographie. Ouais, bien sûr. Et donc, tu en as parlé avec une masterpiece qui est en général le catalogue. Et puis après, le social media vient un peu après. On fait le catalogue et puis tu me diffuseras ça au long cours le reste de l'année sur les réseaux. J'exagère, mais pas loin. Ouais, c'est un peu ça. Quand tu arrives, toi... à quel moment tu te dis qu'il faut totalement retourner la table et basculer vers la vidéo ?
Parce qu'au moment où j'arrive, on sait que le Reel, notamment si on parle du cas d'Instagram, c'est le format qui... alors c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais en tout cas c'était le format qui performait vraiment et de loin par rapport aux autres. Donc voilà, quand j'arrive, Fairmob, c'est à peu près une dizaine de vidéos par an, c'est pas énorme, hein, c'est quand même assez light. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, on va miser sur ce format qu'on sait qui favorise la découvrabilité. Notre objectif, c'était... de s'agrandir sur le marché français et aussi à l'international, parce qu'on a quand même des velléités à l'international, et donc du coup on s'est dit le format Reel, c'est le format qui favorise ça, et on va mettre beaucoup d'énergie dessus. Donc tu dis, à l'époque c'était une dizaine de vidéos annuelles, là aujourd'hui je pense que vous êtes à plus de 100 au moins. La première année on a dû être autour des 100, et maintenant on les dépasse carrément. Ouais. Comment on fait ce move ? Je pense qu'il y a beaucoup de marques qui vont écouter ce podcast, ou de gens qui vont peut-être prendre des positions chez les marques, qui vont se dire waouh, ok, comment on fait ce point de bascule ? C'est quoi que tu mets en place très vite pour que ça puisse se faire ? En fait, Fairmob, quand j'arrive, il y a on va dire, il y a pas une acculturation social média très poussée. Donc le premier truc à faire, c'est faire un peu de la pédagogie, de discuter avec la direction, avec les équipes aussi, pour que tout le monde ait envie d'y croire, pour que les personnes qui travaillent sur la production photo notamment puissent se dire on parle de vidéo, mais on parle aussi de verticalité sur les réseaux sociaux. Donc une photo sur les réseaux, on le sait, il faut qu'elle soit plutôt 3/4, maintenant même 4/5, voire même 3/5. Donc il faut vraiment qu'on verticalise nos contenus et qu'on tourne un peu le boîtier du photographe. Donc ça a été un premier enjeu, c'est de faire de la pédagogie, expliquer qu'effectivement pour que le contenu, je puisse l'utiliser partout, il faut le verticaliser, il faut faire de la vidéo pour qu'on puisse revendiquer toutes les belles histoires qu'on raconte dans le catalogue. En fait, c'était presque plus une frustration au départ. C'est que moi, j'ouvre The Catalogue, je découvre la marque que je connaissais un petit peu, mais pas autant qu'aujourd'hui, logiquement. Et je vois qu'on raconte des trucs trop cool, mais que par contre, sur les réseaux, on n'arrive pas encore à traduire ça. Et donc, effectivement, la vidéo, ça m'est apparu comme un levier pour vraiment répandre et faire irradier toutes ces belles valeurs et ces beaux messages qu'on a dans le catalogue. Aujourd'hui, c'est quoi les types de formats vidéo qui marchent le plus ? Quel message derrière ? Est-ce que c'est le Reels produit, très inspirationnel ? Est-ce que c'est le côté coulisses ? Est-ce que c'est lifestyle ? Comment tu sens les choses ? En fait, il y a des coups qui fonctionnent. Je dis n'importe quoi. On a fait des vidéos conseils, par exemple, où on donne des conseils comment équiper un balcon assez restreint, etc. Et on peut avoir une version qui va super bien marcher, et puis la fois d'après flopper. Donc je dirais qu'on est tout le temps en train de chercher des nouveaux formats, de refaire une V2 d'un format qui a plutôt bien marché. Si ça continue de fonctionner, on continue. Si ce n'est pas le cas, on s'arrête. Mais dans tous les cas, les formats conseils ont plutôt bien marché dernièrement. Ce n'est pas quelque chose qu'on faisait, mais ça marche. Les 3D que j'évoquais tout à l'heure, quand on lance des nouvelles couleurs ou des nouveaux produits, c'est un peu notre signature et c'est plutôt un format un peu spectaculaire qui fonctionne bien. Oui, j'ai vu un lancement d'une nouvelle lampe baladeuse là. Carrément. Avec une belle 3D qui tourne et tout. Ouais, c'est ça. Bon, ça, clairement, voilà, c'est les contenus qui fonctionnent bien. Ils fonctionnent bien parce qu'ils fonctionnent bien en organique, ils sont assez spectaculaires, et puis ils fonctionnent aussi bien en paid pour montrer le produit, montrer ses fonctionnalités sur balade puissance 2. C'est un peu une nouvelle version de notre première, donc c'était un format qui était intéressant pour montrer le saut de valeur qu'on faisait sur le produit. La 3D, c'est plutôt cool pour ça. Donc je dirais, c'est les deux contenus qui sortent du lot, mais après, il y a eu plein de tests qui ont marché de nouveaux contenus. On arrive aussi, ce qui est assez dingue, c'est que dans mes précédentes expériences, on l'évoquait tout à l'heure, quand on mettait une photo d'un produit, c'était plutôt un contenu qui marchait pas. On allait chez Quechua plutôt avoir des contenus qui fonctionnaient quand on montrait des montagnes, des paysages, de l'inspiration, et quand on se recentrait sur le produit, ça marchait moins bien. Chez Fairmob, c'est un peu l'inverse. Il y a un amour du produit, de la belle ligne, du design, et du coup, c'est plutôt l'inverse. Un pack-shot produit aujourd'hui peut presque fonctionner. Je grossis le trait parce ça te facilite la vie, ça tombe bien. Ouais. Pour le coup, ça fait qu'effectivement, déjà, on a une base assez solide sur tous ces fameux contenus photos. Ils sont déjà une source énorme pour poster des choses. Ouais. On reparlera shooting tout à l'heure. Tu m'expliqueras un peu comment se fabrique ce catalogue, ou comment vous l'appelez l'album. Cet album. Comment ça s'organise un shooting aujourd'hui ? Est-ce que toi, quand tu es arrivé chez Fairmob, tu as dit ok les gars, la manière dont on fait les shootings, il va falloir la changer, il va falloir intégrer de la vidéo. Précédemment, j'imagine que tu avais des photographes qui venaient et ils ramenaient jamais de vidéo.
Ouais, il y avait des shoots où il n'y avait pas de vidéo qui était faite, ou alors il y allait avoir un shoot où tu allais avoir de la vidéo, mais fait un petit peu en interne, donc avec peu de moyens. Des fois, un peu même par-dessus l'épaule du photographe en disant on ramène un truc vite fait. Exactement, c'était ça, et on n'avait même pas, je dis n'importe quoi, un petit accessoire comme un stabilisateur, etc. On avait vraiment... Qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu es arrivé avec des templates, t'as su des recos fortes, écrites, des insights pour convaincre ou est-ce que tu es allé le faire toi-même et tu as fait figure de preuve comme ça? Ouais, en fait, je pense qu'on m'a fait confiance quand je suis arrivé, quand j'ai dit il faut qu'on aille faire de la vidéo. On a fait des premiers tests. Alors la première prod vidéo, je crois, a pas forcément super bien marché. J'ai pas eu énormément de résultats, donc bon, on a continué, on en a fait d'autres, et effectivement, on a montré que le reel notamment pouvait être un format qui te fait passer une étape. Tout à l'heure, tu parlais du format 3D en disant il marche très bien en organique et il marche très bien aussi en publicitaire. Justement, toi, aujourd'hui, dans ta production de contenu, est-ce que tu fais un distinguo autour de ces vidéos en fonction de leur destination, prise de parole de marque organique ou publicitaire, ou alors économie de moyens, c'est le même contenu, il est pensé pour le feed, et à partir de là, j'appuie plus ou moins fort sur le publicitaire? En fait, dans le publicitaire, on va décorréler un peu deux choses. Il va y avoir vraiment ce que je vais appeler un peu la sponsor, donc notre communication de marque, où on veut amplifier nos messages de marque et on n'a pas forcément du produit à vendre tout de suite derrière. D'accord. Puis après, on a nos équipes e-commerce qui, pour le coup, ont un objectif de trafic et de vente, qui, elles, ont besoin de contenu un petit peu différent. Donc, dans ma création de contenu, j'essaye toujours d'avoir quand même un certain nombre de contenus qui semblent fonctionner pour eux. Donc en fait, quand on travaille avec une agence ou qu'on travaille sur un shooting à la mano, on va se dire ce contenu-là, il est un peu plus produit, on voit peut-être un peu moins les gens autour. Mets-moi un petit call to action à la fin. Voilà, on laisse un peu de place pour qu'on puisse revendiquer quelques avantages produits ou quoi, et ça pourra servir effectivement notre équipe trafic. Et très rapidement, petit crochet là sur le sujet SMA, je suis allé voir du côté de l'Ad Library. Bon, donc Meta Ad Library, c'est énorme, évidemment beaucoup de campagnes, je crois plus de 80 en cours en ce moment. Ça, c'est géré en interne par vos équipes e-com, ou alors il y a une agence partenaire? Ils bossent avec une agence, ouais. Donc sur la partie, on va dire sponsor et noto, soit on passe par une agence, soit on le fait à la mano. Moi, j'aime bien toujours continuer d'en faire. J'en faisais dans mes précédentes expériences, donc c'est un truc que j'ai quand même envie de... Donc sur la dimension brand, là, c'est plutôt toi qui monétise, qui booste, on va dire, tes contenus organiques en disant je veux leur donner plus de force. Exactement. Ouais. Donc tu as un budget dédié que tu peux arbitrer. Complètement. Ok, d'accord. C'est quoi les KPI que tu regardes quand on parle de vidéo? C'est quoi qui t'intéresse aujourd'hui, là, 2026? Comment tu sais si ça marche ou si ça marche pas? Ça va être la complétion quand même globalement, la complétion qui est quand même importante. Et puis on le sait aujourd'hui, c'est le bouton partage, donc c'est la redirection vers ce qu'on appelle le dark social. Ouais. Ça aujourd'hui, je vais regarder en priorité, est-ce que ce contenu ça se partage il beaucoup, est partagé, les vidéos Fairmob? Tu vois, les vidéos conseils, ça a été un des facteurs clés de succès, c'est que c'est la vidéo que tu as envie d'envoyer à ton pote qui a un petit balcon ou qui a une table de telle couleur, tiens, tu pourrais mettre ces chaises là avec, etc. Donc ça, oui, clairement, c'est des contenus sur lesquels on s'est appuyé cette année. On en a refait des nouveaux un peu différemment pour la prochaine saison qui vont bientôt arriver, mais c'est un format qu'on a voulu décliner. On a beaucoup parlé de vidéo. Tout à l'heure, tu disais, au début, c'est ça qui cartonnait, mais est-ce que là, aujourd'hui, je vois que vous faites aussi pas mal de carousel. Est-ce que c'est un format sur lequel tu as des résultats performants? Carrément, ouais. On a même des fois des carousels qui, effectivement, vont plus loin que des reels. C'était impensable, je pense, il y a 2 ans. Et aujourd'hui, effectivement, on a des carousels qui sont bien au-dessus de reels en nombre d'impressions, en tout cas. Et puis aussi avec ce fameux bouton partage où on a des belles perfs. Si tu devais conseiller là, une marque qui était restée bloquée sur la photo, voilà, ils n'y arrivent pas, qui doit basculer, parce qu'il n'y a pas le choix, les gars, il n'y a pas le choix, il va falloir basculer sur la vidéo. Par quoi elle doit commencer? C'est quoi le truc que tu lui conseilles en 90 jours, les 90 premiers jours, voilà, fais ça? Je lui dirais, ça dépend après, il y a plein de paramètres, mais je lui dirais fais de la vidéo, quand même. Poste 2 vidéos par semaine sur ton feed, si tu arrives. Si tu n'as pas la capacité de... Mais je lui dirais, si tu as la capacité de poster une vidéo par semaine et de t'y tenir dans le temps, fais ça. Ne fais pas quelque chose que tu ne pourras pas tenir sur un an. Si tu penses que la bonne fréquence et que tu auras la bande passante pour faire 2 vidéos par semaine, fais 2 vidéos par semaine, mais une par semaine, c'est déjà super. C'est déjà cool, mais ce qui compte, je pense, c'est vraiment la régularité.
au-delà de vraiment la production, enfin la publication quotidienne et une fréquence absolue. Enfin, on a tous eu un peu ce tort quand on commençait sur ce métier de se dire en fait il faut qu'on en fasse des caisses, et je pense que il faut surtout avoir une bonne fréquence et pas s'épuiser dans le temps, parce que c'est un métier qui peut être un peu épuisant parce qu'il faut alimenter ces algorithmes qui ont des appétits gargantuesques et il faut essayer de le faire intelligemment, sinon on se perd. Fairmob, tu as donné quelques dates tout à l'heure. Hein. Fairmob, c'est une marque qui a une histoire forte, qui est une marque historique, on va dire. Hein. Mais étonnamment, on voit quand même très peu de contenu héritage, on va dire, dans votre prise de parole. Est-ce que c'est un choix assumé de ne pas se raconter comme une entreprise patrimoniale ? Ouais, je n'ai pas forcément la réponse à cette question, en toute transparence. Non, on regarde pas trop dans le rétro, on regarde un peu dans le rétro depuis qu'effectivement l'entreprise a été rachetée par Bernard Rébier, qui est l'actuel président. Donc à partir de là, déjà, on a des infos, on a aussi des données, on en a un peu moins. Alors effectivement, il y a une histoire forte. L'entreprise, avant Bernard Rébier, elle avait plus de 100 ans, donc elle a quand même quelques racines, mais en fait, on n'a simplement pas le contenu ou pas assez de choses à raconter certainement sur ça. Comment vous arrivez aujourd'hui à trouver l'équilibre entre capitaliser quand même sur l'icône, vous en avez la chaise bistrot, vous avez des modèles qui sont iconiques aujourd'hui, et puis comment on fait pour éviter de basculer totalement dans la marque musée, tu vois, le côté nostalgique, à la fois présenter ces icônes, parce que j'imagine que le public les attend, vous êtes identifié pour un certain nombre de modèles signatures, des designs forts, et en même temps montrer que vous êtes une marque vivante. C'est quoi comment on gère ça ? On va essayer de soigner nos lancements, parce qu'effectivement on a quand même des nouveautés qui sortent tous les ans, plusieurs, donc on va essayer de vraiment soigner nos lancements au même titre qu'on va lancer nos couleurs qui sont des temps forts chez nous. Donc le lancement produit, c'est aussi un temps fort très attendu par les clients grand public, mais aussi par les architectes, par tous les gens qui ont un intérêt pour ça. Donc ouais. Parle-moi de ces lancements, hein, parce que comme toute marque de design, donc voilà, Fairmob, c'est une marque qui marche en saison, voilà, et en temps fort. Et parmi les moments importants, tu as dit, il y a le lancement de la collection annuelle, le lancement du fameux catalogue. Celui de Fairmob, il vient de sortir, c'est tout frais, là, tout neuf. On te chope quasiment à la sortie. Il est sorti du four. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment il a été imaginé, et qu'est-ce qui a été imaginé pour ce temps fort en social media ? Jusqu'à maintenant, avant que j'arrive, on va dire le lancement du catalogue, c'était un peu, je grossis le trait, je caricature, mais c'était un peu, voilà, le catalogue est arrivé. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un moment fort parce qu'il est distribué à tous nos revendeurs. Aujourd'hui, les ventes Fairmob sont faites sur notre site e-commerce, mais aussi beaucoup par un énorme réseau de revendeurs, par des commerciaux sur la partie plutôt B2B. Donc c'est attendu parce que c'est comme ça que nos clients revendeurs vont découvrir les nouveautés produits. Donc c'est un événement important, et effectivement au départ quand j'arrive on l'annonce un peu de manière simple. Là l'idée c'est qu'on l'a digitalisé, donc tu as une version digitale du catalogue que tu peux consulter, et donc ça nous permet déjà sur les réseaux de revendiquer un peu plus que le catalogue est disponible chez nos revendeurs, ou venez en boutique chercher votre catalogue. On peut toujours dire ça, mais on peut aussi dire vous pouvez commencer déjà de découvrir un petit peu de ce catalogue en digital et aller un petit peu plus loin que simplement annoncer c'est bon, il est imprimé, il est dispo. Et la version imprimée, combien d'exemplaires le catalogue Fairmob ? J'aurais peur de dire une boulette, ça change quand même d'une année sur l'autre, mais on est sur plus de 100 000. Hein. Ah ouais ? Ouais. Ah mais c'est un ouvrage grand public, quoi. C'est ça, c'est un best-seller annuel quasiment, 100 000. Okay. Donc il y a un vrai enjeu pour la marque à ce moment-là. Toi, tu as une manière de l'amener, de le mettre en scène en social media, ce moment ? La sortie du catalogue ? Oui. Ouais, il y avait justement ce petit coup qu'on a fait avec ma collègue qui s'appelle Estelle, et qui justement elle va dans les coulisses de l'impression. Donc on a fait un peu de coulisses avec des contenus qui sont peut-être un peu plus dégradés, un peu plus authentiques, spontanés sur il est en train de s'imprimer. Et puis effectivement on a fait aussi des contenus où un petit contenu snack assez simple. On a la chance d'avoir un showroom juste à côté de nos locaux, une boutique où on a une sorte de maison Fairmob dans laquelle il y a plein de produits. Donc on s'est posé dessus comme si on était en train de le lire, et on fait un mouvement de cam où on rentre dans ce catalogue et on peut montrer quelques
photos un peu sympas de ce catalogue. Donc on a fait quelques contenus un peu snack comme ça. J'ai vu une Pour vidéo assez amusante avec un mec qui, une petite vidéo plus hein, pour le coup assez produite, avec un gars qui semble se réveiller chez lui dans la maison de ses rêves, une maison Fairmob, et en fait il est dans le showroom, c'est ça. Ça typiquement c'est un contenu qui accompagne le lancement du catalogue ou Non, là pour le coup c'est un autre contenu. En fait on avait justement cette maison Fairmob qui est un peu notre flagship qu'on a inauguré l'année dernière, et on s'est dit comment on vient raconter un événement sur une boutique qui se modernise. Pareil, on n'avait pas juste envie de dire on a un nouveau showroom qui s'appelle la Maison Fairmob, on voulait aller un petit peu plus loin. Et en fait, quand j'ai su que ça s'appellerait la Maison Fairmob, je me suis dit oui, mais en fait c'est vrai. Tu as une salle de bain, tu peux presque t'installer dans cette maison, donc on va aller plus loin. J'en ai parlé à l'agence et on s'est dit on fait un hommage à Jim Carrey et effectivement un petit côté Truman Show un peu marrant. Exactement, c'était exactement la rêve qu'on avait en tête, et on s'est dit on le fait vivre sous le regard des gens, petite expérience dans la maison. Et dis-moi, ce catalogue, donc objet central de la communication de marque, on les imagine, ces catalogues, voilà, c'est riche, c'est très produit, il y a des belles mises en scène, des belles photos, etc. Est-ce que toi t'as réussi au moment où tout ça a été lancé, à aussi greffer de la production vidéo qui allait pouvoir nourrir ta prise de parole le reste de l'année ? Carrément, ouais. En fait, c'est vraiment... alors, je dirais pas qu'on a la totalité de nos contenus qui sont faits sur ce moment-là, mais on en a plus de 50% qui sont faits sur cet amphore-là. Donc effectivement, la première année, j'ai milité en disant il faut que je puisse amener une équipe vidéo. Alors, pas forcément sur tous les jours, parce qu'à chaque fois... on est 2-3 jours dans une maison, puis on change de maison. Au fil, en général, ça se fait plutôt l'été. Et donc du coup, je me suis dit, il faut au moins qu'une journée par maison, je puisse bénéficier de ces setups qui sont absolument incroyables, de ces lieux qui sont incroyables pour rentrer un maximum de vidéos. Donc l'objectif, moi, c'était plutôt de se dire, je vais faire de la quantité, sans forcément faire non plus du sale, hein, mais on voulait quand même un minimum de qualité. Mais mon objectif, c'était quand même d'avoir la quantité pour pouvoir avoir une bonne fréquence de publication, comme on évoquait tout à l'heure, et de se dire, je pourrais au moins publier 2 vidéos par semaine. La taille que fait Fairmob aujourd'hui sur les réseaux et la taille de la marque nous permettent d'atteindre à minima cette fréquence-là. Et donc du coup, on s'est dit, il faut qu'on arrive à... Et puis ça te permet de capitaliser aussi, on va dire, sur la direction artistique, parce qu'un catalogue, c'est très fignolé. Le moyen de shooting, il est travaillé. La maîtrise des couleurs et du design, des constructions, de décoration d'intérieur et tout, et au pixel près. C'est ça. Voilà. Donc toi, c'est un terrain de jeu génial pour produire du contenu. Là. C'est fantastique, carrément. On arrive, on peut passer d'une scène à l'autre. Effectivement, c'est un terrain de jeu assez cool. Moi, c'était vraiment un truc dans lequel j'ai pris beaucoup de plaisir quand je suis arrivé chez Fairmob, parce qu'effectivement, on a des setups en shoot qui sont super cool. On a envie de rester et de s'installer dans les maisons qu'on shoot, clairement. Allez, juste un petit bascule du côté de TikTok. Ouais. TikTok, 12 000 followers à peu près aujourd'hui pour la marque. Alors c'est encore jeune dans votre écosystème, TikTok. C'est quoi l'ambition de Fairmob sur la plateforme ? L'ambition, c'est de se tester sur ce réseau-là, c'est d'essayer aussi un peu de rajeunir notre cible. On a justement dans nos personas un persona qu'on estime un petit peu plus jeune et potentiellement présent sur TikTok. Ça veut dire que tu montres pas les mêmes produits, par exemple ? T'as une décision là-dessus sur ce que tu montres ? Je vais favoriser. Après, effectivement, il y a la contrainte du contenu, donc des fois, je vais quand même utiliser des contenus qui sont pas forcément dédiés à ce persona-là, malheureusement. Tu vas pas lui montrer la table de jardin à 3 500 € à ton persona TikTok ? Non. Pour le coup, je vais plutôt aller sur des produits plus accessibles. Donc, pour nous, ça va plutôt être ce qui se passe sur Lightning, avec effectivement des produits entre 60 et 100 € sur le luminaire. On a plus cher, mais voilà, on va avoir des produits en tout cas dans ces tarifs-là qui nous permettent d'être plutôt bien revendiqués sur ce réseau. Et on a tendance à l'oublier, mais on a une chaise de jardin bistrot qui quand même aujourd'hui est à 70 €, donc qui quand même est accessible pour un produit qui est fabriqué en France à Toissé. Ouais, pour un très beau, puis un objet culte. Carrément. Ouais, absolument. Un truc amusant, c'est que la plupart de vos contenus TikTok, on les retrouve aussi sur Instagram, il y a quand même ce truc-là, avec une subtilité. J'ai trouvé ça très amusant. C'est la première fois que je vois ça, c'est que la musique est différente. Ouais, à quoi ça sert ? Voilà, c'est clairement pour des raisons, on va dire, algorithmiques. On va plutôt utiliser... Alors, on a la fameuse contrainte des comptes entreprises on va dire des musiques libres de droit. Donc, effectivement, on doit jouer avec ça. Puis après, on sait que sur TikTok, on a des fois un rythme qui est un peu différent d'Insta, qui est peut-être plus un réseau contemplatif, alors que sur TikTok, on va chercher quand même un peu
de la vitesse. Pour moi, je l'imagine plus comme un réseau plus agressif, et donc du coup on va pas forcément mettre. Donc tu mets pas les mêmes bandes son, tu peux mettre la même vidéo, mais pas forcément les mêmes bandes son. Pas forcément la même bande son. Ouais. Ok, ça c'est amusant. Est-ce qu'il y a des contenus spécifiques à TikTok aujourd'hui? On en fait de plus en plus. Ouais. C'est aussi une des raisons qui explique qu'on s'est renforcé, c'est de pouvoir aller chercher des contenus dédiés à cette plateforme-là. Aujourd'hui, les 12 000 abonnés que tu évoques et les vues qu'on va faire sur ce réseau-là, on le fait à 95% par des contenus qu'on poste aussi sur Insta. Hein. Donc c'est plutôt du recyclage de contenu. On commence petit à petit à en faire des dédiés. Et là, l'objectif, c'est de monter d'un cran et d'avoir une vraie fréquence là aussi et de se dire, bon, je veux un contenu dédié à TikTok à minima une fois par semaine pour qu'on... Je me dis toujours, il y a peut-être une personne qui est sur les deux réseaux, c'est quand même peu le cas en général, mais t'en as quand même qui sont sur les deux, je veux pas qu'elle voit la même chose, tout simplement. On entend souvent dire que pour exister sur TikTok, pour une marque, faut pas être trop chic, voilà, faut pas être trop brandé, faut être un peu cracra. Ouais, c'est ça. C'est quoi ton point de vue, toi, là-dessus? Je répète souvent aux équipes qu'il ne faut pas qu'on hésite à effectivement dégrader un peu notre contenu. Alors, je sais que des fois, ça choque un peu ma patronne de la com quand je dis qu'on va dégrader des contenus, quoi. Et effectivement, alors on parle plutôt de... Je parle plutôt de contenu authentique pour que ça soit mieux compris. Mais dans l'idée, effectivement, sur un TikTok, on sait que on n'a pas besoin d'être aussi chiadé que sur un Insta. On peut y aller... de manière un peu plus authentique. Fermob, c'est une marque qui parle à la fois aux particuliers, c'est ce que tu nous dis là, mais aussi, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une marque qui s'adresse à des professionnels. 40%, c'est ce que tu nous disais, ouais. Du chiffre d'affaires de la marque repose sur le B2B. Comment, toi, tu organises votre stratégie de contenu entre ces deux audiences qui, pour le coup, sont très différentes, hein? Ouais, elles sont complètement différentes. Alors bon, pour le coup, notre persona B2B, il va être sur un réseau comme LinkedIn, par exemple. Donc ça va être un premier levier qui nous permet de les toucher. Il va être aussi présent sur Pinterest. Les architectes notamment sont hyper présents sur ce réseau-là. Et on a aussi un compte Insta depuis maintenant à peu près 3 mois qu'on a lancé, qui s'appelle Fermob Contract et qui nous permet de revendiquer les gammes de produits qu'on va faire que en B2B. Je te dis n'importe quoi. Par exemple, on a une gamme qui s'appelle Garden Office, qui est une gamme de produits de mobilier pour les entreprises, pour mettre sur le rooftop d'entreprises, etc., pour faire des réunions, des chaises, des tables, etc. Donc cette gamme-là, j'avais pas trop d'endroits, pas d'espace pour l'exprimer, mis à part sur Pinterest et LinkedIn. Donc on s'est dit, on a un compte Instagram qui peut nous permettre d'aller chercher ça. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, ce compte Insta s'appelait Vlaminck, parce que Vlaminck est une entreprise du groupe Fermob, parce que Fermob est un groupe qui a été racheté il y a un peu plus de 10 ans maintenant, et qui en fait... était un compte dont on ne savait plus trop quoi faire puisque l'entreprise avait été effectivement rachetée, mais qui avait quand même un terreau fertile parce que cette marque est plutôt B2B justement. Donc on s'est dit, ce compte on le transforme et on le rend Fermob Contract, comme ça au moins on aura vraiment un espace dédié qui nous permet de revendiquer à la fois ces produits Vlaminck, que les clients Vlaminck puissent quand même continuer de consulter ce qui se fait sur cette marque-là, mais aussi pouvoir revendiquer ces gammes B2B. Fermob Contract, donc, on va dire que c'est l'activité B2B du groupe Fermob. Donc, il y a toute une dynamique conseil, décorateur, loueur aussi. J'ai découvert ça. Voilà, vous louez du mobilier, soit pour les saisons, soit pour des venues, donc des événements, etc. Carrément. Comment aujourd'hui tu la racontes, cette capacité très tournée projet ou bureau d'études sur vos réseaux sociaux, sur Fermob Contract? Alors c'est tout frais ce compte, hein. Ouais. On commence à effectivement le rendre un peu plus sexy et le moderniser, mais petit à petit, en fait sur le contract, j'ai un peu quelque chose qui est moins connu, mais qui va être comme le fameux album qu'on a en grand public, le fameux Good Vibes album. Et on va avoir la même chose sur le contract. On a un album aussi, donc une personne qui s'appelle Anne qui bosse sur ce catalogue-là. Et là aussi, elle va venir raconter tous les services qu'on peut apporter. On a un service affaires spécial qui peut faire du mobilier sur mesure aussi pour les entreprises. Hein. Inventer une chaise pour telle et telle entreprise. Donc, dans ce catalogue-là, je vais avoir aussi énormément de contenu photo. Et pour la première fois cette année, vu que je savais qu'on allait pouvoir ouvrir un compte dédié, on a fait de la vidéo sur du B2B. Donc on a des premiers contenus vidéo qui vont se faire sur ce compte-là aussi.
Dans quelle mesure ces deux univers B2C, B2B, ils communiquent? C'est-à-dire, est-ce que vos activités B2B très spectaculaires, hein, le Mobotel, les musées, ce que vous faites dans les musées, etc., c'est des installations quand même monumentales est-ce qu'elles sont intéressantes à réutiliser, y compris dans vos prises de parole B2C, ou vous êtes attentif à ne pas mélanger les deux? Non. Quand en fait on va estimer qu'une implantation B2B a tellement de notoriété, tu vois, ça va être le cas par exemple d'un Times Square. Ouais. Là pour le coup, c'est un contrat avec. Juste pour situer, Times Square, qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous avez fait Fermob sur En Times fait, sur Times Square, on a des chaises bistrot et des tables bistrot un peu partout sur Times Square. Donc, je sais plus exactement la quantité, mais mon président a coutume de dire qu'il y a plus de mobilier Fermob à Times Square que de taxis jaunes. D'accord, donc il y en a beaucoup. Il y en a pas mal. Qui sont en fait le mobilier urbain de Times Square du coup. Hein. C'est ça. Ouais, ok. Et donc ça, tu dis, vous allez faire du cross-post concrètement entre les deux comptes? C'est un truc que tu imagines peut-être faire? En fait, c'est une piste qu'on a évoquée avec un parc aussi qu'on équipe à New York qui s'appelle Bryant Park, qui est un parc avec aussi là aussi une version dédiée de la chaise bistrot de Fermob. Et on s'est déjà relayé des choses, on n'a pas fait de copost. Après, compliqué, c'est des très grosses structures, on avait du mal avec le décalage horaire à les toucher. C'est un truc qu'on peut faire à l'avenir, ça on ne se l'interdit pas du tout. On l'a déjà fait avec d'autres implantations, mais on ne l'a pas fait avec eux. Fermob, on l'entend, hein, c'est une marque qui est en pleine expansion internationale depuis déjà de nombreuses années. J'ai lu quelque part que vous étiez présent dans une 50aine de pays, voilà, plus ou moins. C'est à peu près ça. J'imagine que le sujet de l'internationalisation, pour toi, tu t'es récupéré ça comme un vrai défi. Ouais, voilà, gros sujet, j'imagine. Et quand tu arrives, toi, chez Fermob en 2023, à quoi il ressemble justement l'écosystème social media et quel diagnostic, toi, tu poses en priorité sur cette thématique de l'international? Moi, j'arrive et il y a plein de comptes un peu underscore de comptes pays, Fermob à droite à gauche, sur Facebook, sur Instagram, sur d'autres plateformes. Donc, mon premier mandat, c'est d'épurer cette présence et d'arrêter qu'on dilue la marque. C'est qui ouvre ces comptes En fait, on va avoir des revendeurs locaux ou des revendeurs pays qui vont effectivement ouvrir des comptes. Grand classique. Ou alors, on va avoir quelqu'un qui est basé dans tel pays, qui va avoir plein d'énergie au départ pour lancer ce compte-là. Puis en fait, c'est un compte qui va petit à petit tomber en sommeil. Et en fait, voilà, c'est pour ça qu'on essaye de faire de pédagogie en disant n'ouvrons pas tout de suite un compte, parce qu'il faut derrière capacité de production. On va pas juste recycler les contenus de la marque, il faut faire des contenus locaux si on veut faire ça. Donc on n'est pas contre, on privilégie plutôt Insta pour ça, on n'est pas contre. On a quelques comptes, on a un compte Fermob Australia par exemple en Australie parce que c'est un marché prio chez nous, on a un compte aux US aussi, en Allemagne qui sont des marchés prioritaires, mais il faut qu'on ait de la puissance de création de contenu dédiés, locaux, sinon on n'a pas de raison d'être pour ces comptes-là. Donc ça, ces comptes dont tu parles sont des comptes qui sont piloté, on va dire, par la marque ou par des revendeurs Non, pour le coup, c'est piloté. On a les accès, c'est piloté par nous. On a soit des freelances, soit on a quelqu'un en pays qui est un salarié Fermob et qui va pouvoir m'accompagner. D'accord, donc toi, aujourd'hui, tu te retrouves, on va dire, avec un vrai écosystème de marque international avec, tiens, qu'est-ce qu'on dit sur Fermob US, qu'est-ce qu'on dit sur Fermob Australia, etc. Hein, exactement, oui. Une de mes missions, c'est effectivement de capter tout ce qui se dit sur Fermob, effectivement, et de voir... s'il n'y a pas des boulettes à droite à gauche, si on a une présence qui est cohérente à l'échelle internationale. Voilà, et qu'on dessert bien ce fameux beau qui fait du bien et qu'on n'en sort pas. Quoi. Tu dis que tu as participé à faire le ménage, on va dire, sur comment ça se passe là? Tu as ramené du legal dans l'histoire? Parce que souvent, d'expérience de mon côté, ce qu'on constate, nous, côté Supernatif, pour le compte de nos clients, c'est que bien souvent, ça s'est fait un peu au fil de l'eau. C'est-à-dire, ça n'avait pas été contractualisé dans les trucs dans les contrats revendeurs, les franchises, c'était pas très clair, et donc du coup, il faut repasser par la couche légale pour reprendre les droits sur l'usage de la marque sur les réseaux sociaux dans certains pays. Ouais. Vous avez eu ce sujet-là aussi? Ouais, donc maintenant on y fait super attention, maintenant il n'y a pas de souci. Ça avait été déjà un petit peu le cas, il restait quelques cas un peu épineux où c'était compliqué de récupérer les accès parce que la personne qui avait créé le compte était partie, etc. Donc, est-ce que tu t'es posé la question de dire en fait on va travailler une présence worldwide .bar? Ouais, je me suis posé la question. Après, j'ai aussi bien écouté ce qui se passe sur le terrain, sur le fait qu'on a une offre qui n'est pas la même sur certains pays. Aux États-Unis, on ne va pas vendre les mêmes produits. En Australie, pareil. Donc on a quand même des spécificités sur ces marchés-là.
Et donc c'est pour ça que je suis pas fanat d'ouvrir des comptes, des comptes locaux. Mais s'il y a une vraie raison d'être et une capacité de production et la bande passante d'une personne qui va pouvoir sur le long terme alimenter ses comptes, on peut y aller. Je suis étonné que tu cross-postes pas davantage et que tu joues pas davantage l'écosystème entre ces différentes prises de parole. Alors je l'ai fait un petit peu, tu vois, on a commencé de le faire un peu avec le contract notamment. Okay. On va essayer de le faire aussi. On le fait quand on a des implantes qui sont jolies, donc on l'a fait un petit peu quand on a relancé le compte Australie, je l'ai fait 1 ou 2 fois. Mais je pense que tu as raison, je le fais pas assez. Ouais, ça pourrait être l'opportunité de mutualiser tout ça. Ok, je trouve ça assez passionnant, cette dimension-là. Côté Facebook, 67 000 followers aujourd'hui pour la marque, donc j'imagine plateforme historique. Voilà. C'est quoi le type de public que tu touches ou que tu souhaites toucher via Facebook ? Via Facebook, aujourd'hui on a une stratégie sur Facebook qui est plutôt quand même de recycler ce qu'on fait sur Instagram, où on va juste adapter un petit peu les posts, adapter parfois la sélection photo. Mais ça reste un réseau quand même important puisqu'on a, je pense, notre cœur de cible aujourd'hui qui est quand même sur Facebook. Donc on le soigne quand même particulièrement. Mais on ne va pas vraiment avoir une stratégie de création de contenu dédiée à ce réseau-là parce qu'il est quand même en décroissance un petit peu de notre côté. On sait que l'engagement sur Facebook, c'est compliqué. Par contre, en publicitaire, on ne le néglige pas. C'est peut-être un endroit qui est propice, par contre, aux conversations, encore Facebook, pour vous. Vous avez de l'entrant à cet endroit-là ? Complètement, on a énormément d'entrants par contre par Facebook, c'est pour ça que c'est un réseau qu'on continue d'alimenter de manière... Oui, j'imagine, parce que vu que vous vendez en e-com, vu que vous vous adressez sans doute à des familles, j'imagine que ça peut être un endroit où il y a un peu de SAV, quoi. J'ai pas la distinction forcément Insta, Facebook, mais on a effectivement beaucoup de messages directs, beaucoup de commentaires qui viennent de Facebook, ne serait-ce que déjà sur les campagnes qu'on fait, et puis aussi sur des questions de produits... C'est quelle couleur ? Ça, c'est la question à laquelle je réponds le plus, à laquelle je réponds, je pense, quotidiennement. Parce qu'on a des namings de couleurs particuliers. Donc, on a des fois 3-4 verts différents. Donc, la question du c'est quel vert sur cette photo-là ? Je l'ai pas tous les jours. Est-ce que tu arrives à l'œil nu maintenant à distinguer un vert céladon d'un vert... Avant, j'avais un petit appareil avec toutes les couleurs Fermob et je mettais ça à côté de mon écran. Je galérais, je demandais conseil à droite à gauche. Je commence à être carrément autonome. Carrément calé là-dessus. Juste pour échanger sur ce sujet modération, conversation. Donc, toi comme moi, on est des vieux de la vieille maintenant du social media. On l'a vu, la bascule petit à petit de la discussion sous les posts. Vraiment, les commentaires étaient très riches en échange, y compris avec la marque, à une bascule vers les messageries privées. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis aussi du côté de Fermob ? Ouais, complètement. On voit que les échanges sont quand même bien moins important en commentaire. Alors on essaye d'aller le chercher quand même, de titiller un petit peu la participation et l'engagement en commentaire, parce que je pense qu'au niveau du like, mis à part que l'algorithme est peut-être un petit peu moins clément en ce moment, sur Insta notamment, le like se dépose quand même toujours pas mal. Par contre, effectivement, le commentaire, il s'est vraiment déporté sur le bouton enregistrer, je pense beaucoup dans un premier temps, et puis maintenant le bouton partage à fond. Ouais. Donc là, comment ça se passe en MP ? Quand, je sais pas, tiens, j'ai passé commande de ma chaise, je voudrais savoir où ça en est là. J'imagine que c'est tentant d'aller soit sur Facebook, soit sur mes DM Insta, de poker la marque, dire il y a quoi là, ça traîne. Ouais, ça c'est forcément un cas de figure qu'on peut avoir. Donc effectivement, les trucs que j'ai le plus, ça va être des demandes de conseils, ça va être effectivement des demandes sur où en est ma commande, le truc tout bête, j'ai pas reçu le mail de confirmation, etc. Ou des petits retards, etc. Ça effectivement c'est un truc en saison. Parce qu'on a, comme tu le dis, un pic de saison qui est assez fort. Donc, quand on est dans ce pic de saison qui arrive petit à petit, je vais être un peu moins tranquille. Mais là, la fréquence de DM, elle est élevée. Donc là, c'est toi qui gères aujourd'hui tout ce qui est conversationnel ? Complètement, oui. D'accord. Donc quand on se parle là, actuellement, les gens sont en train de tu sais que tu vas te retrouver avec une dizaine de commentaires à discuter. Ouais, ça va, du coup, j'ai Lilou de mon côté qui prend le relais. Mais effectivement, en saison, ça va assez vite. Si tu prends tes congés au mauvais moment, tu peux vite effectivement faire des déçus, c'est logique. Donc je m'astreins à répondre aux commentaires. C'est la première chose que je fais quand j'arrive au bureau le matin. C'est la dernière chose que je fais en partant du bureau. En tout cas, sur la période vraiment de pic, c'est une bonne partie de mon activité. Ouais. Est-ce que avant que tu arrives, Fermob était déjà e-commerçant ? Est-ce qu'il y avait déjà un site de vente en ligne ? Oui. Ça faisait. C'était quand même assez récent, mais ça faisait déjà bien 2-3 ans
qu'il y avait déjà un site e-commerce dédié. Ouais. Et alors, comment vous gérez aujourd'hui la part, on va dire, de conversation sociale et de customer social care, donc gestion de relations clients, on va dire. Tu dirais ce que au cœur des DM, au cœur des discussions dans les réseaux sociaux, j'imagine qu'il y en a une partie qui est très conversationnelle, social, genre je cherche des couleurs ou inspirationnelle, ou j'adore ce que vous avez fait là-dessus, est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi le produit, voilà. Et puis il y en a une partie qui sont plus directement liées à vos activités de e-commerçant, genre ma commande, elle arrive quand, etc. Oui, bien sûr. En hors saison, j'ai envie de te dire que le ratio il est compliqué, mais on est à peu près sur 50-50. Ouais. Tu réponds aux deux? Oui, bien sûr. Ouais, après, y compris les sujets SAV du coup. Hein. Ouais, carrément. J'ai un lien avec... On a une équipe SAV et une équipe service client, c'est 2 équipes différentes. Et j'ai un contact dédié dans chacune de ces équipes. Et si j'ai une question auquel je n'ai pas la réponse, je me réfère à ce service-là et on essaye de répondre le plus vite possible. D'accord. T'as pas imaginé... Vous n'avez pas d'outils communs où toi tu prends le commentaire, puis tu fais suivre et puis... Aujourd'hui, on a un Teams. Parce qu'on a basculé sur la suite Microsoft. Donc on a un Teams qui nous permet de se poker et de se dire là j'ai un cas auquel j'ai pas la réponse. Est-ce que tu peux... Très clair. On n'a pas du tout parlé outils. Ouais. J'aimerais bien juste là-dessus, comment ça se passe? Est-ce que tu travailles juste sur la publication par exemple? Est-ce que tu fais tout en natif? Est-ce que non, tu as un outil de... C'est pareil, c'est un des premiers trucs que je fais en arrivant chez Fairmob. On n'est pas beaucoup outillé, donc c'est de prendre une plateforme de modération, un contrat avec une plateforme de modération qui nous permet de centraliser toute la modération déjà de tous ces comptes un peu morcelés que j'évoquais tout à l'heure en pays, etc. Et de tout centraliser, y compris nos fiches Google, et d'avoir vraiment toute la partie avis aussi centralisée à un seul et même endroit pour que ce soit gérable, parce que en saison, il y en a vraiment. Quel beaucoup. Outil tu choisis? On bosse avec Agorapulse maintenant depuis 3 ans sur la partie modération. Et on s'est outillé aussi depuis peu d'un outil de social listening pour être encore plus performant et pour détecter aussi quand on parle de toi mais que tu n'es pas mentionné aujourd'hui avec des plateformes comme Agorapulse, tu le sais pas. Là, on bosse avec une boîte qui s'appelle VisiBrain qui fait du coup du social listening qui nous permet de tout savoir sur Fairmob partout dans le monde. Ok, donc là, tu as des bons outils qu'on connaît bien. Agorapulse, c'est très puissant, effectivement. Tu as tout ton écosystème social media ici, en publication, en modération et tout. Et de l'autre côté, VisiBrain, donc plus tout ce qui est écoute de bruit, on va dire, sortante ailleurs que sur tes plateformes à toi. C'est ça. C'est ça. Et puis ça intègre la presse aussi. Donc, du coup, c'est vraiment complémentaire. Ok, très bien. Stratégie. Tu parlais tout à l'heure, parce qu'on parle de communauté, de Fairmob People. Ouais. Donc vous avez un hashtag, c'est hashtag Fairmob People, on le trouve sur... Est-ce qu'on le trouve dans la bio? Non, peut-être pas, mais sur certains posts. En highlight stories, je crois que vous l'avez aujourd'hui. Ouais. Carrément, là en highlight où tu peux cliquer et aller voir que tu as un lien pour postuler au casting Fairmob People. Donc à tout moment, si tu as une maison que tu estimes sympa et qui pourrait être pertinente pour des shootings et un peu de mobilier Fairmob et que tu as une attache au produit et que tu as envie de le raconter, tu peux postuler. Donc ça, c'est votre hashtag communautaire, on va dire, qui est devenu un peu un territoire de marque. J'étais tombé il y a quelques années de ça, je pense que c'était sans doute avant que tu ne interviennes sur cette marque, sur un très beau catalogue, un bouquin, magazine on va dire, qui s'appelait Fairmob People avec, je crois me souvenir, une sorte de série documentaire photo à la rencontre de clients de la marque aux 4 coins du monde. J'avais trouvé ça vraiment très cool comme magazine. C'était avant que tu arrives, ça? Ouais, c'était un petit peu avant que j'arrive. Ouais. Alors après, on a toujours continué sur toutes les productions et sur tous les nouveaux catalogues de faire candidater des clients Fairmob et d'utiliser ce casting Fairmob People. Mais comment ça a évolué aujourd'hui, cette dynamique très communautaire? C'était très branchouille. Ce magazine m'avait fait marrer parce que je l'avais trouvé très bien fait, très beau et très branchouille. Et je m'étais dit, c'est ça, les Fairmob People, c'est chico ça. Ouais, il y a un petit côté un peu exclusif. Aujourd'hui, on essaye de le rendre encore plus accessible. C'est vrai qu'on allait souvent dans des très belles propriétés. Ouais. Et moi, j'ai envie, en fait, en social media, de tirer le fil et d'aller un peu plus loin. Et tiens, y a un joli balcon tu vois, sur la rue voisine, je pourrais mettre une chaise bistrot et peut-être faire appel à un créateur de contenu pour raconter un truc cet endroit. Et voilà, exactement. Ça, j'ai envie qu'on aille vers ça cette année notamment. Ok, quelle place prennent les collaborations dans la vie de la marque? Parce que Fairmob, c'est une marque qui a une spécificité quand même, qui est une marque qui travaille avec des designers. Ouais. Vous avez votre propre bureau de création, je crois savoir ça, mais vous avez aussi un certain nombre
de produits que vous commercialisez, qui sont dans lesquels vous êtes quasiment éditeur de design. Donc, c'est-à-dire le produit a été designé par un designer qui n'appartient pas à la marque et avec qui vous êtes en deal d'édition. Ça, c'est quand même assez spécifique au marché du mobilier design, et c'est peut-être une signature de la marque Fairmob. Comment tu intègres tout ça dans la prise de parole ? Ce que j'ai pu voir, c'est que parfois est cité le designer sur certains shootings ou sur certains... Oui, on va citer à chaque fois le designer pour plusieurs raisons. Déjà, il y a une raison qui est contractuelle. C'est une question que je me posais. C'est une question... Il y a déjà le contractuel qui rentre en compte. Et puis, c'est aussi... on a toujours des gens qui vont nous demander c'est quelle collection, etc. Donc, c'est vrai qu'on met toujours une mention designer de telle collection avec le nom du designer pour qu'on puisse découvrir parfois un peu plus sur le produit, sur le designer qui l'a fabriqué, etc. Ça, j'imagine, pour toi qui viens d'une autre maison où ça marchait pas comme ça. Non, ça marchait clairement pas comme ça. Ouais. Donc, au début, ça me faisait un peu bizarre. Et justement, quand on m'a dit, bah oui, c'est contractuel, j'ai dit, ah ok, d'accord. Et en fait, c'était assez inédit. Et j'ai découvert ça avec Fairmob. Est-ce que toi, tu vois des opportunités à raconter ces collaborations avec des designers ? Carrément, on l'a fait un petit peu sur pas mal de produits. En fait, j'ai coutume de dire que nos designers, c'est un peu nos premiers influenceurs, nos premiers ambassadeurs. On a la chance d'avoir Jean-Charles de Castelbajac qui va dessiner du mobilier chez nous. On a Tristan Launer, on a des noms qui sont quand même assez connus et qui sont un peu nos premiers influenceurs. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on l'a fait avec Tristan il n'y a pas longtemps sur justement du Copost où on fait une petite interview sur un salon de Tristan qui vient raconter pourquoi il a dessiné ce produit-là, comment il s'y est pris, qu'est-ce qu'il lui évoque, etc. En essayant de pas sombrer dans l'interview un peu boring de j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais de lui poser des questions un peu rigolotes du style elle te fait penser à quoi comme musique, elle te fait penser à quoi comme univers, pour aller chercher autre chose que du dialecte marketing pur. Oui, et puis peut-être s'adresser à une cible qui n'est pas une cible de geekos design qui lit Milk décoration et à des designs, quoi. Exactement. Une des valeurs aussi de la marque, je parlais de la joie de vivre, mais il y a aussi l'accessibilité. Ce qu'on appelle une marque un peu accessible haut de gamme. Donc on se doit de rendre aussi accessible nos produits, notre discours, c'est capital. C'est une des spécificités, je dirais, de Fairmob, c'est que c'est une marque qui est une vraie marque de designer. Tu disais, le mot design est très galvaudé, et effectivement, c'est le cas. Fairmob, c'est une vraie marque de designer, mais qui est accessible. C'est la différence peut-être avec des marques comme Sina, qui sont beaucoup plus austères, on va dire, et un peu complexe à piger. Vous faites aussi des collaborations avec des décorateurs. J'ai vu récemment Sarah Lavoine, qui est une décoratrice star. Voilà. Ça, c'est des choses aussi que vous êtes amené à faire fréquemment, des collaborations avec d'autres marques. On en a déjà fait. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait. Donc, c'est vrai que là, ça fait du bien d'avoir un produit qu'on a très jolie lampe, d'ailleurs. Très belle lampe. Oui, très, très jolie, la lampe Swing. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une prochaine version qui sort très bientôt de ce produit-là. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant et important pour nous. Toi, tu pourrais suggérer là-dessus, parce que si on pense Social First, il y a certaines marques, je pense notamment aux marques de streetwear ou aux marques de mode, qui se sont fait une culture de la collaboration, parce que aussi c'est un amplificateur de visibilité. Toi, tu appelles de tes voeux peut-être du côté Somi, qui est davantage de collaboration ? Ouais, carrément. Après, il y a un projet qui est dans les tuyaux. Alors, j'en parle maintenant, même si c'est je pense pas pour tout de suite, mais nous on a vraiment envie que notre prochaine collaboration ce soit avec notre communauté. Donc c'est vraiment d'aller chercher de la co-création sur potentiellement un produit et d'aller plus loin. On sait que l'engagement il est en berne sur les réseaux, et quoi de mieux pour stimuler une communauté de gens qui sont intéressés par la marque, par le produit, par le design, que de les impliquer dans la création d'un produit. Et donc, c'est un peu ce que j'ai en tête et ce qu'on est en train de travailler et qui devrait arriver normalement cette année. Ok. Allez, on bascule du tout au tout direction LinkedIn. Ok. Waouh. Là, on a le grand saut, la vitrine corpo de la marque, peut-être aussi la vitrine marque employeur, puisqu'il y a 22 000 followers, 22 000 personnes qui suivent la marque Fairmob sur LinkedIn. Bravo, je trouve que le chiffre, il est quand même, ça dit quelque chose. C'est quoi la place de cette plateforme dans la stratégie globale de la marque ? Historiquement, c'était quand même plutôt notre on va dire notre canal pour toucher plutôt du B2B.
On le sait, LinkedIn depuis 2-3 ans, c'est, je sais pas si on peut dire ça, mais c'est un peu popularisé. On n'a pas que c'est pas qu'une CVTech comme ça l'était il y a 5 ans. Donc aujourd'hui, ça nous permet d'adresser des messages comme des messages sur la marque employeur notamment, sur la préférence de marque, sur le pilier aussi responsabilité. C'est là-dessus nous qu'on va revendiquer des engagements sur effectivement notre chaîne de peinture zéro déchet, etc. On va revendiquer des messages un peu plus poussés où on sait que c'est un réseau sur lequel on peut prendre le temps de lire et d'aller chercher une info, d'aller plus loin sur une lecture que sur un Insta ou un TikTok où tu vas consommer le contenu en 10 secondes. Donc on va aller chercher des messages un peu plus profonds, si je puis dire, sur cette plateforme. Et puis il nous permet de toucher ce qu'on appelle nous des personas qui sont plutôt les prescripteurs. Donc c'est un persona qui est important chez nous, c'est les architectes qui sont aussi beaucoup sur ce réseau-là et qu'on peut adresser sur avec nos contenus dessus. Quand on parle LinkedIn, moi j'ai envie de parler aussi leader advocacy. J'ai envie de parler des patrons parce que Fermup c'est aussi une histoire de famille. Tu l'as dit tout à l'heure, derrière il y a les Rébier, Bernard le big boss, celui qui a repris la marque. Très charismatique, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, c'est une personnalité. Et puis donc son fils Baptiste, je crois que c'est ça, Baptiste Rébier, qui a repris la direction générale de la marque il y a 3-4 ans. C'est ce que tu nous disais. Voilà. Eux, ils ont des choses à dire, et puis je pense même que c'est intéressant pour la marque d'entretenir leur prise de parole. T'interviens là-dessus? C'est une dynamique qui fait partie de ton cahier des charges? C'est quelque chose qu'on a mis en place maintenant il y a quasiment 2 ans, si je dis pas de bêtises. Donc effectivement, on discute avec Baptiste. C'est Baptiste surtout qui est présent sur LinkedIn. Bernard Rébier l'est pas aujourd'hui. Pas encore, hein. Je désespère pas, ça peut arriver. On peut faire une entrée fracassante un jour. Mais dans tous les cas, avec Baptiste, on discute effectivement et on essaye d'avoir une fréquence de publication parce que c'est quelque chose qu'il faisait déjà bien avant qu'on en discute. Il publiait, mais c'était de manière, on va dire, pas ultra régulière. Okay. Donc là, moi, on va se stimuler sur une prise de parole plus régulière. Et puis surtout, le leader advocacy nous a permis de limiter un petit peu la casse parce qu'effectivement, quand LinkedIn a lancé les comptes premium, il n'y a pas longtemps maintenant, l'engagement a pris... Donc tu parles sur le compte de la marque, hein. Sur le compte de la marque a pris vraiment du plomb dans l'aile, si je puis dire. Et la stratégie de pousser davantage de contenu avec le compte de Baptiste nous a permis de bien limiter la casse sur LinkedIn et au contraire même de faire des jolies performances. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as d'autres personnes qui font partie du groupe, qui sont... dans un programme d'employé advocacy ou de prise de parole par les employés ou les C-level? C'est quelque chose qui est en place ou que tu souhaiterais organiser? Ouais, c'est un truc sur lequel on travaille. On a beaucoup de commerciaux qui, dans tous les cas, publient régulièrement sur LinkedIn. En fait, ça se fait déjà naturellement. Moi, ce que j'ai à faire, c'est des fois, j'ai des commerciaux qui vont me demander, qui vont avoir la peur de la publication sur LinkedIn. Quand tu publies pour la première fois ou tu le fais pas trop, tu as peur toujours de dire une bêtise, de pas faire les choses correctement. Donc, j'ai un rôle, c'est de plutôt rassurer et dire... T'inquiète pas, sur LinkedIn, déjà tu peux modifier ta publication si tu te foires et en plus tu vas pouvoir... Tout va bien se passer. Tout va bien se passer, tu vas pas dire de bêtises. Donc c'est surtout rassurer, faire un peu de pédagogie sur... Il n'y a rien de dramatique si tu te trompes de photo, on peut la modifier, on peut changer et on peut s'adapter. Pinterest. Ouais. Pinterest, alors... Pinterest, moi, à l'évidence, tu me posais la question, évidemment, pour la marque, c'est pour une marque de déco. C'est la niche déco, donc effectivement... C'est là où il faut être. Hein. Et alors, j'ai regardé un petit peu, 7800 followers, mais je dirais surtout 350 000 vues mensuelles, donc c'est quand même pas rien, effectivement. On vous voit, vos contenus apparaissent. J'imagine que c'est stratégique. Et j'ai regardé, vous y êtes depuis super longtemps, depuis 2017, ce compte. C'est quoi là-dessus, pareil, la stratégie de la marque sur Pinterest, l'objectif? L'objectif, ça va vraiment être de... on sait que Pinterest, on le considère comme un réseau. Je le considère aussi un peu comme un outil de référencement. On sait que ça peut être un peu une alternative au Google Images notamment et de pouvoir référencer notre site, nos produits sur cette plateforme-là. Donc, on va l'avoir dans cet objectif-là. Et on l'a développé aussi dans cet objectif-là. Et puis, les prescripteurs, les architectes vont beaucoup sur ce réseau pour s'inspirer, les gens. Ouais. Donc moi, c'est mon cas, je parle de mon expérience perso, mais quand tu achètes une maison et que tu as besoin de retaper tel ou tel endroit, tu veux dire, chambre d'enfant, cuisine, et là je me retrouve dans un fil infini d'inspiration, tu te perds. Alors oui, tu vas pas l'utiliser tous les jours, par contre quand tu as un projet, tu vas l'utiliser.
Et c'est plutôt cool de positionner Fairmob au moment où les gens réfléchissent à aménager leur jardin, leur salon, etc. etc. Et là-dessus, aujourd'hui, est-ce que c'est pour vous un gros pourvoyeur de trafic vers le e-commerce ? Oui, complètement. Ouais. Complètement. En plus, on sait que sur Pinterest, on a quand même un petit peu moins de concurrence. Après, c'est plutôt l'équipe e-commerce qui serait à même d'en parler en détail. Mais voilà, on a des coûts d'acquisition qui sont plutôt très intéressants sur Pinterest. Donc, je sais que c'est un réseau qui bichonne pas mal. Juste rapidement, si on devait plonger dans l'analytics de votre site web, la part de visites venant en provenance des plateformes sociales, elle est importante ? Je pourrais pas te donner d'infos précises. Je pense qu'elle est supérieure à 10%, mais je sais pas exactement. D'accord, ok. Bon, ouais, j'ai pas la stat en tête. On se rappelle, il faut que je tu me creuse. diras. Ouais. Tu me disais, Pinterest, vous faites du SMA aussi sur Pinterest ? Ouais, Ouais. carrément. Ok. Carrément. Et vous avez des bons résultats à cet endroit-là ? Ouais, pour le coup, Ouais. moi je chapeaute juste, on va dire, ma relation avec l'équipe trafic là-dessus. Ils sont tout à fait autonomes. Moi, je regarde juste que dans la DA, on est toujours dans le respect de ce qu'on fait sur les autres plateformes. Ouais. Mais donc, du coup, je regarde pas trop ce qu'ils ont en chiffres, vu qu'ils sont purement plutôt sur du trafic et de la conversion. Ça m'intéresse un petit peu moins, étant rattaché plutôt à la partie Noto.com, quoi. Bon, là, on a fait un beau tour d'horizon. Ouais. On pourrait parler un peu de YouTube. YouTube, vous êtes short, c'est une grosse stratégie de short, là aussi, avec quelques vidéos qui pètent de temps en temps. Ouais. Voilà, c'est nouveau. Là, c'est vraiment de l'opportunisme. Quand on s'est lancé sur TikTok, j'ai dit tant qu'à faire, on a des formats qui sont pertinents. Dans 90% des cas, un contenu qui performe sur TikTok, il a tendance à plutôt bien performer aussi sur YouTube Shorts. Donc du coup, on duplique clairement notre contenu. Et voilà. Et c'est vrai que quand je suis arrivé chez Fairmob, YouTube avait été complètement oublié. C'est pas du tout une plateforme qui avait été utilisée. C'est très très compliqué de faire la croissance dessus. Ouais, bien sûr. Mais au moins, on essaye d'héberger un maximum de contenu dessus, vidéo, ne serait-ce que pour nos revendeurs aussi, soient au courant, puissent aller chercher ces contenus-là. Ils ont une plateforme qui leur est dédiée, mais aller les chercher sur YouTube, c'est toujours intéressant parce qu'il y en a toujours qui vont les chercher par opportunisme à droite à gauche quand ils y pensent, etc. Ils sont dans leur run du quotidien et donc du coup, c'est un autre endroit aussi pour les toucher eux. Si on parle plateforme, est-ce que toi là, tu as quelque part dans les cartons des grands projets, des nouvelles idées, des endroits où tu dis allez, laissez-moi encore un petit peu de temps et on va aller faire de la conquête aussi à cet endroit-là ? Je suis carrément en veille là-dessus. Donc il y a eu Threads qui a fait un peu plouf, donc je suis un peu déçu parce que c'était un peu le retour pour moi. J'espérais le retour du grand Twitter que j'avais pu utiliser chez Quechua notamment, les belles heures. Force est de constater qu'aujourd'hui on n'en est pas là, donc sauf s'il y a donc chez Fairmob là on suit un petit peu ce qui se fait, on a une petite fréquence de publication peut-être d'un par semaine. Ok, d'accord, quand même. Pour suivre ce qui se fait, on sait que c'est favorable aussi pour Insta, donc on continue de le faire. On le teste un petit peu aussi en paid, parce qu'il est accessible en paid depuis pas très longtemps. Donc voilà, on le suit, mais en gros projet à part ça, je check un peu Biril. Je sais qu'il a été racheté par une boîte française. Je vois qu'il y a quelques marques qui commencent à y trouver leur place. Beaucoup de créateurs aussi qui se font draguer, qui arrivent carrément. Sur Biril. Ouais. Donc je sais que la plateforme a un intérêt maintenant à commencer de monétiser un petit peu son audience. C'est très présent en France, aux États-Unis et en Allemagne, qui sont 3 marchés importants pour nous aussi. Donc je réfléchis un petit peu à est-ce que ça peut être intéressant, mais rien de bien concret pour l'instant. Avant qu'on ne conclue, j'aimerais quand même qu'on parle du sujet qui, crée des altermoiements ou des discussions, des grands débats chez les annonceurs actuellement, le sujet de l'intelligence artificielle. Vous êtes une marque qui est une marque de créatifs. Vous produisez beaucoup d'assets visuels, y compris vidéo. C'est quoi la place aujourd'hui de l'IA ? Quelle est la politique de la maison là-dessus ? C'est aujourd'hui de s'en servir si ça peut nous permettre de gagner du temps. Et je pense que ce n'est pas lié qu'au service com et aux social media. C'est vraiment si c'est un outil qui est pertinent, qui nous permet de gagner du temps et de ne pas dégrader l'expérience client, on y va. Donc effectivement, moi je vais l'utiliser pour de la modération parfois, je vais l'utiliser pour mon calendrier éditorial si j'ai besoin de créer aussi un peu de texte. Alors, on a une tonalité qui est quand même assez précise, où on aime bien utiliser l'impertinence notamment. Donc
je cache pas que l'intelligence artificielle a quand même un petit peu de mal avec l'impertinence ou avec le Ces sarcasme parfois. subtilités-là sont pas, oui. Donc il y a encore un petit peu de marge, mais on commence un petit peu à l'utiliser effectivement Donc, sur certains contenus. Donc plutôt la version textuelle. Ouais, plutôt textuel quand même. Quid dans l'image à proprement parler, vidéo, photo, ces choses. On a fait quelques tests Ouais. à droite à gauche, on a fait quelques tests qu'on a publiés sur TikTok. On se cherche. On ne s'interdit pas de Ok. tester, et si on trouve à un moment un modèle ou une IA qui nous permet de faire des trucs Pourquoi pas. pertinents, pourquoi pas, on ne se l'interdit Ok. pas. Ouais. Maxime, c'est passionnant tout ce qu'on se raconte depuis tout à l'heure. Carrément. Je passe un très bon moment. Voilà, je voulais juste glisser. Alors déjà, si on veut suivre tes aventures à toi, Ouais. voilà, les aventures de Maxime, est-ce que c'est quelle plateforme? Et si on veut te parler, c'est quelle plateforme où est-ce qu'on peut donner rendez-vous à tout le monde? Ouais, c'est un peu corpo, mais sur LinkedIn, ouais. Sur c'est plutôt- LinkedIn, C'est plutôt ok. sympa. Donc on cherche Maxime Bretin sur LinkedIn. On vient de faire coucou. On dit l'épisode était super. Merci beaucoup. C'était très bien. Avec plaisir, je prends. Et puis, écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange, super intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je te remercie. C'est un plaisir de se revoir depuis le temps qu'on Ouais, s'était pas vu. Carrément, plaisir partagé. Et les amis, ce podcast, vous l'écoutiez dans une application de podcast. Merci à vous. Allez, je vous demande une faveur. Partagez cet épisode. Je suis certain qu'il va enrichir et va faire le bonheur de quelqu'un autour de vous, l'expérience de Maxime chez Fairmob. Regardez ce qu'il a réussi à faire chez cette marque en quelques années seulement. Les switches qu'il nous a racontés aujourd'hui, c'est important de pouvoir peut-être donner un coup de pouce à d'autres. C'est aussi à ça que ça sert. Donc partagez cet épisode. Maxime, un énorme merci à toi. Eh ben, merci Thibaut, merci à l'agence, et puis à la prochaine. Allez, salut, ciao, bye bye.